Au sommaire de cette édition, 23 candidatures à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain au Zimbabwe ont été formellement enregistrées ce jeudi. Au Bénin, un séminaire parlementaire sur une proposition de loi qui vise à modifier le code électoral actuellement en vigueur s'est tenu ce jeudi. Et puis en Afrique du Sud, 2 personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau perpétrée dans une mosquée de Malmesbury par un homme qui a été abattu par les forces de l'ordre. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Les musulmans du monde entier fêtent ce vendredi l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. L'Aïd el-Fitr ou Aïd el-Séguir, petite fête, est l'une des 2 dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l'autre Aïd, l'Aïd el-Kébir ou Aïd el-Adha, la grande fête ou fête du sacrifice. Cette journée qui tombe le premier jour du mois suivant le Ramadan, dit de Shamwal, est aussi l'occasion de repas de fête en famille, de visites rendues à ses proches et d'échanges de cadeaux. 4e pilier de l'islam, le Ramadan qui suscite un ensemble de pratiques socio-religieuses avait commencé le 17 mai dernier. Lors de l'Aïd el-Fitr, le musulman est invité à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakat el-Fitr. Et avant la célébration du Ramadan au Cameroun, le président national du Parti de l'Esprit d'Avril 48 a communié avec les siens à Douala, et ce, en remettant un don alimentaire d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA à la communauté musulmane de la mosquée centrale de Newbel dans le 2e arrondissement. Le reportage est signé Narcisse Oum. Le président du Parti de l'Esprit d'Avril 48 a remis à la communauté musulmane de la mosquée centrale de Douala des dons en denrées alimentaires. Ces dons constitués de sacs de riz et de 4 bœufs tombent à point nommé au regard de la crise alimentaire que traversent souvent les musulmans pendant la fin du jeûne de Ramadan. Simple, c'est un fils musulman au chevet de ses frères. Alors maintenant où on a passé 30 jours pratiquement de carême et que ce carême, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, est arrivé à son terme, je prends en compte l'aspect, si vous voulez, socio-économique du pays en ce moment, où il y a certaines familles qui peinent à trouver 1 kilo de riz, 1 kilo de viande pour mettre au feu. Donc je réponds à cette logique du partage, de l'altruisme, qui veut que voilà, quand Allah vous bénit d'avoir un peu, que vous alliez au chevet des autres partager avec eux. C'est dans cette optique que je suis là aujourd'hui. La cérémonie de remise de cet important don s'est déroulée à la mosquée centrale de Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Je vous remercie beaucoup. Elle fait appeler tous les musulmans, elle fait prendre les comportements des présidents. Ça, c'est bon travail. Le président Jean Marngos a promis aux représentants de la communauté islamique de rester ouverts pour d'autres actions. Le représentant de la communauté islamique a également formulé quelques doléances à l'endroit du donateur, notamment celle de continuer de soutenir les croyants musulmans chaque fois qu'ils seront en difficulté. Des dons en plus qui permettront aux fidèles d'Allah de mieux récupérer après la période d'abstinence de 30 jours. Nous disons donc bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans. Ce journal se poursuit au Zimbabwe. La commission électorale a reçu les dépôts de candidature des aspirants aux élections présidentielles et parlementaires pour les élections générales prévues le 30 juillet prochain. Il s'agit du premier scrutin depuis l'éviction de Robert Mugabe. Au total, 23 candidatures à l'élection présidentielle du 30 juillet prochain au Zimbabwe ont été formellement enregistrées ce jeudi, dont celle du chef de l'État en exercice, Emmerson Mnangagwa, et de son rival de l'opposition, Nelson Chamisa, le patron du mouvement pour le changement démocratique. Les prétendants au scrutin présidentiel, législatif et municipaux, les premiers depuis la démission de l'ex-président Robert Mugabe en novembre, étaient appelés ce jeudi à déposer leur dossier auprès des tribunaux dans tout le pays. Par ailleurs, le président actuel Emmerson Mnangagwa a promis des scrutins libres
honnête et transparent, mais l'opposition reste très méfiante. It could be better. We would love to have access. Ça pourrait être mieux. Nous aimerions avoir accès aux médias, par exemple. Nous aimerions que la télévision d'État commence à couvrir plus largement et pas nécessairement un ou deux partis. Maintenant, nous avons une présence et un mythe qu'au Zimbabwe. Nous n'avons que 2 partis politiques d'opposition. Zimbabwe will only have 2 opposition political parties. We've not moved away from our demand. Ça pourrait être mieux. Nous aimerions avoir accès aux médias, par exemple. Nous aimerions que ZBC, la télévision d'État, commence à couvrir plus largement et pas nécessairement 1 ou 2 partis. Maintenant, nous avons une présence et un mythe qu'au Zimbabwe, nous n'avons que 2 partis politiques d'opposition. And when it has been printed, we want to physically see it. If these demands are not met, there will be no election. Nous ne sommes pas éloignés de notre demande concernant la question du bulletin de vote. Nous voulons savoir qui imprime le bulletin de vote, où il est imprimé et quand il est imprimé, nous voulons le voir physiquement. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, il n'y aura pas d'élection. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, je le répète, il n'y aura pas d'élection et je voudrais que vous ne sous-estimez pas la détermination de Nelson et sa capacité de voir à travers cette position. To see through this position. Pour être dûment enregistrés pour la course à la présidentielle, les candidats devaient débourser $1000 et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. À Madagascar, les députés de l'opposition réclament la démission du Premier ministre nommé il y a 10 jours et présenté comme un homme de consensus. Ils ont en effet manifesté ce jeudi, place du 13 mai, pour exiger le départ de Christian C et la sortie de certains de ses ministres du gouvernement. Face à cette situation, la réaction du Premier ministre malgache ne s'est pas fait attendre. Il a, dans une déclaration devant la presse, lancé un appel à l'apaisement et au dialogue pour mettre fin à la crise à Madagascar. Au Bénin se tient depuis ce jeudi un séminaire parlementaire sur une proposition de loi qui vise à modifier le code électoral actuellement en vigueur. L'objectif de cette rencontre est de recueillir les observations des organisations de la société civile, des experts et des personnes ressources afin d'améliorer le document avant son éventuelle adoption par l'Assemblée nationale. À l'ouverture des travaux, notre équipe de reportage a recueilli les impressions de certains participants. On les suit. La 7e législature de l'Assemblée nationale a décidé de jouer sa partition en proposant une amélioration des règles qui régissent l'organisation des élections au Bénin. Mais cet exercice ne saurait se réaliser sans une démarche consensuelle impliquant des experts et des sachants, des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et de l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Telle est la raison qui motive l'organisation de cette assise. Nous espérons donc qu'au sortir de ce séminaire, le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin aura fait l'objet d'un examen critique et holistique, aboutissant à un diagnostic exposant clairement ses forces et faiblesses. Ce diagnostic devra ensuite faire l'objet d'une analyse pertinente afin de proposer des correctifs et des innovations pour aboutir à un avant-projet de proposition de code électoral pertinent et innovant. Les problèmes majeurs de développement sont liés à des constructions institutionnelles qui ne produisent pas souvent les incitations appropriées. Conscient de la possibilité de cette assertion pour notre pays, le Bénin, il nous revient qu'à prendre action au-delà des discours et des éternelles volontés sans suite. Nous avons l'obligation de bonifier notre démocratie en faisant d'elle une solution pour les populations. Elle doit être ni un vain mot, ni une vaine pratique. Il s'agit de faire de la démocratie un catalyseur de développement. L'organisation du mode et des instruments de dévolution du pouvoir revêt une importance majeure. L'adoption d'un code électoral, donc, est un acte majeur dont les orientations et les dispositions doivent garantir l'expression libre et démocratique des suffrages et la sincérité des processus et des résultats électoraux.
c'est dire que le code électoral est un facteur de paix et un facteur de développement. Du Bénin, rendons-nous en Afrique du Sud où 2 personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau perpétrée dans une mosquée de Malesbury, près du Cap, par un homme. Ce dernier a été abattu par les forces de l'ordre. Le caractère sacré de la mosquée a été violé et une personne a été tuée dans la mosquée. C'est tout à fait inacceptable et nous condamnons évidemment cela avec fermeté. Nous avons appelé la famille à être calme et la communauté à rester calme, à ne pas se venger et à laisser la loi faire son travail. Not to retaliate in any way, but let the law do its work. The Hawks have taken over the investigation. Les Hawks se sont emparés de l'enquête. Nous avons repris l'enquête et il y a certains points que nous sommes en train de régler et, plus tard, un communiqué de presse sera publié. Et puis, région disputée du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, la publication du premier rapport sur des violations commises dans la région suscite la réaction de l'ONU. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé ce jeudi l'ouverture d'une enquête internationale. Le rapport présenté par l'ONU comme le premier du genre au sujet de cette région à la frontière entre l'Inde et le Pakistan fait état d'impunité chronique pour les violations commises par des forces de sécurité. Sa publication survient après des mois d'affrontements meurtriers dans l'ancien royaume himalayen. La flambée de violence de juillet 2016 a été déclenchée par le meurtre par l'Inde du commandant rebelle de 22 ans, Burhan Wani. La demande d'accès au Cachemire du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme avait été refusée par les 2 gouvernements. Son bureau a alors rassemblé à distance des informations sur les violations commises dans la région entre janvier 2016 et avril 2018 qui ont abouti à ce rapport. Les dimensions politiques du conflit entre l'Inde et le Pakistan sont depuis longtemps au centre des préoccupations, mais il ne s'agit pas d'un conflit figé dans le temps. C'est un conflit qui a privé des millions de personnes de leurs droits humains fondamentaux et qui continue à ce jour d'infliger des souffrances indicibles. C'est pourquoi je vais exhorter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à envisager la création d'une commission pour mener une enquête internationale indépendante et exhaustive sur les allégations de violation des droits de l'homme au Cachemire. Il est essentiel que les autorités indiennes prennent des mesures immédiates et efficaces pour éviter la répétition des nombreux exemples de recours excessif à la force par les forces de sécurité au Cachemire. Le Cachemire est divisé depuis la fin du règne colonial britannique en 1947 et l'Inde et le Pakistan en revendiquent chacun la souveraineté intégrale. L'Inde campe environ 500 000 soldats dans la partie qu'elle contrôle pour lutter contre des groupes de rebelles qui réclament l'indépendance du Cachemire ou son rattachement au Pakistan. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika TV.